Yeah. Hey, yo, Black, it's time. Word. Suite à la vidéo sur Guy Debord, dans ce nouveau hors-sujet de la zone, on s'éloigne du cinéma et c'est l'occasion de vous faire découvrir cette notion passionnante qu'est la psychogéographie. On y convoquera aussi bien les idées de déambulation urbaine, de voyage mental, de flânerie que de vagabondage. Pour commencer, il va falloir distinguer, bien qu'elles se rejoignent, la psychogéographie anglaise, qui va, si l'on veut, de Daniel Defoe à Ian Sinclair, de la psychogéographie française, issue du lettrisme et du situationnisme. Si le mot psychogéographie en lui-même est dû à Debord, les origines de cette pratique sont un peu plus obscures. Il évoque le terme pour la première fois en 1955 dans le numéro 6 des Lèvres nues, la revue de Marcel Marienne, où il en donne la définition suivante. La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur les émotions et le comportement des individus. Autrement dit, elle est l'étude de la perception de l'espace urbain et s'intéresse plus particulièrement à l'expérience affective de l'espace par l'individu. Elle explore le point d'impact entre la psychologie subjective et la géographie objective. Une sorte d'approche phénoménologique de l'espace, si l'on veut. Pour comprendre le concept de psychogéographie, il va falloir avoir en tête trois notions dégagées par Henri Lefebvre. L'espace réel, l'espace représenté et l'espace vécu. Il faut se rappeler la phrase d'André Ardelet dans Donnez-moi le temps. Le réel et l'imaginaire s'entremêlent de telle sorte que la sincérité n'est pas en cause lorsqu'on les confond. Il faut partir du principe que les vrais plans de rue ne sont pas sur des cartes mais tracés dans nos mémoires et nos imaginations. La psychogéographie propose une nouvelle manière d'appréhender notre environnement. La dérive urbaine en est l'outil principal. Elle permet d'élaborer des cartes psychogéographiques qui sont donc le résultat de l'objectivation de la dérive. Elle matérialise sous forme graphique les états d'âme des individus au contact de l'espace urbain. Plus artistiques que scientifiques, les cartes psychogéographiques cherchent à tracer le rapport entre les quartiers et les états d'âme qu'ils provoquent. Comme la célèbre carte de Guy Debord appelée Naked City, titre emprunté au film de Jules Dassin, lui-même emprunté au recueil de photos de Ouija, qui influencera également John Zorn. On peut dire que la carte traditionnelle est détournée pour tenter de lui arracher un secret, lui faire dire ce qu'elle cache véritablement. Rudy Ricciotti écrit dans L'architecture est un sport de combat : pour les réclamations, adressez-vous aux intentions qui ont bâti les murs. Il suffit de faire parler la matière. L'intention, mais aussi les souvenirs de la ville qui permettent des courts-circuits dans la psyché. En 1954, on voit apparaître le code de l'urbanisme et en 1956, la notion de zone à urbaniser en priorité, autrement dit les ZUP. La psychogéographie est donc une réaction immédiate à l'urbanisme d'après-guerre, critiquant son fonctionnalisme architectural, son mode hygiéniste. À ce propos, il y a un homme pour eux à abattre, c'est Le Corbusier. Ils écrivent à son sujet dans le numéro 5 de Potlatch, le bulletin d'information du groupe français de l'Internationale lettriste, paru le 20 juillet 1954. Dans cette époque de plus en plus placée, pour tous les domaines, sous le signe de la répression, il y a un homme particulièrement répugnant, nettement plus flic que la moyenne. Il construit des cellules d'unités d'habitation, il construit une capitale pour les Népalais, il construit des ghettos à la verticale, des morgues pour un temps qui en a bien l'usage, il construit des églises, le protestant Modulor, le Corbusier Sing Sing, le barbouilleur de croûte néocubiste fait fonctionner la machine habitée pour la plus grande gloire du dieu qui a fait à son image les charognes et les Corbusiers. Le Corbusier, mais avant lui Haussmann, qui après la révolution de 1848 va user d'expropriation. Avec ses travaux d'urbanisation de la ville de Paris, il va déposséder les habitants de leur ville et détruire tout un monde urbain en saccageant les anciens quartiers pauvres, en se cachant derrière la notion de bien public. Une disparition qui rendra nostalgiques les habitants et fera naître un esprit de revanche dans la commune. Un des plus grands épisodes révolutionnaires de l'histoire urbaine capitaliste. Et on peut aussi penser à Michael Cullen, l'inventeur du supermarché, celui qui a introduit le virus des centres commerciaux et de l'aménagement consumériste. Pour les lettristes et les situationnistes, l'urbanisme n'est qu'une aliénation des êtres humains au service des temples de la consommation. La ville est envisagée comme l'espace de production de la société du spectacle, d'où découle un terrain de lutte et d'expérimentation. Elle devient le lieu d'une réinvention de la vie quotidienne. Le détournement, la dérive, la construction de situations éphémères et la psychogéographie vont être, pour les situationnistes, autant de pratiques afin de se réapproprier l'espace urbain par l'imaginaire et pour reconquérir le droit à la ville, dont parlait Henri Lefebvre.
Les visées de la psychogéographie sont donc à la fois esthétiques et politiques. Grâce à la psychogéographie, le situationnisme nous a amené à remettre en question le sens de l'espace public et privé sous le capitalisme. La psychogéographie a une portée critique claire. Elle souhaite provoquer la crise du système de production de l'espace urbain, car l'urbanisme étatique est un zonage de la ville par classe sociale. Henri Lefebvre écrit que le processus urbain est essentiel à la survie du capitalisme et qu'il est donc un point de focalisation crucial de la lutte politique et de la lutte des classes. Aujourd'hui, la question des rénovations des villes est exactement la même que celle de l'urbanisation des années 50. Les rénovations transforment les villes en simples étapes d'un circuit touristique. Elles perdent de leur aura et échappent à l'expérience qu'on peut en faire réellement. De moins en moins de mémoire et d'imaginaire collectif dans une imagerie de carte postale. Les pierres sont bâillonnées à force d'être recouvertes de peinture. Tout est détruit, reconstruit, lissé, poli, enfoui. Chaque ville en rénovation urbaine est devenue un vaste chantier livré au boucan des marteaux-piqueurs. Le piéton a le sentiment d'être déshérité. Et cette condition s'aggrave entre les déviations et les zigzags obligatoires. Le piéton est le dernier échelon dans le rapport de force que devient la motricité. Dans ces villes rénovées qui deviennent de plus en plus hostiles aux piétons, marcher devient un acte subversif. L'imaginaire psychogéographique est une des façons les plus efficaces de forcer les verrous d'un réel imposé. En comparant plusieurs images du même lieu à des époques différentes, on peut en effet faire jouer les gonds du temps et effriter le voile du réel. Et déjà commencent à craquer et à se fendre les carcans imposés par les horloges et les montres. Une autre façon de trouver des ressources poétiques dans la ville est donnée par Ivan Tchechglov, grand dériveur par excellence, en 1953. Inscrit dans une rue, dans un quartier, des plaques commémoratives jusqu'aux panneaux publicitaires en passant par les mises en garde et autres interdictions, en prenant en compte les tags et les graffitis ou les descriptions de chantiers. Il faut le lire comme un poème et l'analyser comme si la ville nous parlait directement. Dans la psychogéographie, on retrouve une esthétique du montage et de la rupture propre aux avant-gardes. Ivan Tchechglov cherche une dérive du sens. Il fait le parallèle entre la dérive et la psychanalyse. La dérive est une thérapeutique de la ville. Une autre façon consiste encore basiquement à arpenter les rues sous, car les distances ne sont évidemment pas les mêmes. On zigzague, on s'arrête, on trébuche. Une autre façon est la très belle performance d'Alejandro Jodorowsky au début des années 60, lorsqu'il décide avec un ami de tracer une ligne droite sur une carte de Santiago du Chili et de la suivre sans dévier, sans contourner les obstacles, mais en les escaladant, en les traversant, en les franchissant. Il ne faut pas se laisser imposer un itinéraire car la ville ne révèle ses secrets qu'à celui qui force les serrures. Comme le dit Philippe Vassé, suivre le tracé des rues et des places, respecter les sens interdits et les propriétés privées, c'est se limiter aux apparences, au décor, à la mise en scène conçue par les urbanistes. Il faut éviter les vélos, les trottinettes et bien évidemment les voitures. S'égarer est un art. Une autre méthode est celle expérimentée par Georges Perec dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, où, assis à la terrasse d'un café, il décrit objectivement tout ce qui se passe sous ses yeux. Mais faisons un petit saut en arrière et remontons au XVIIIe siècle en Angleterre, car, n'en déplaise à ceux qui attribuent la paternité de la psychogéographie au seul mouvement situationniste, il y a à Londres une forte tradition locale de la topographie de la ville. Nous allons passer vite, mais difficile de ne pas mentionner Thomas de Quincey, Daniel Defoe, William Blake, Arthur Machen ou Robert Louis Stevenson. Daniel Defoe propose un prototype du psychogéographe dans son livre Journal de l'année de la peste, publié en 1720. Il y établit ainsi Londres comme le lieu psychogéographique le plus marquant, statut non démenti depuis. Dans ce livre, il place la figure d'un promeneur urbain qui se déplace sans but avant de coucher sur papier ses observations, ce qui est devenu un élément fondamental de toute pratique psychogéographique. Defoe inaugure la tradition des écrits de Londres dans lesquels la topographie est redessinée à travers la force imaginative de l'écrivain. On retrouve ça ensuite chez William Blake, qui situe la Nouvelle Jérusalem cachée au cœur de Londres. Chez Blake, grand visionnaire et révolutionnaire, la Nouvelle Jérusalem ne pourra être établie que par un renversement de la destruction du pouvoir en place. Cet appel au renouvellement par la révolution précède le situationnisme. En 1822, De Quincey envisage, dans les Confessions d'un mangeur d'opium, les errances obsessionnelles d'un drogué. Elles lui permettent une nouvelle compréhension de la vie urbaine et lui donnent accès à une communauté invisible, celle des rebuts et des marginaux. La ville y est présentée comme un puzzle, une énigme à déchiffrer.
On peut dériver grâce à un savoir secret favorisé ici par l'opium pour De Quincey, ou par l'alcool, ou encore par le hashish comme pour Walter Benjamin, ou par le vin pour Guy Debord. On voit naître l'idée d'une ville mystérieuse, d'une vie urbaine impossible à connaître, qui se prête allègrement à toutes les représentations gothiques. Ce gothique urbain sera ensuite rejoué par Robert Louis Stevenson et Arthur Machen. Cet aspect ésotérique et occulte est devenu une des constantes de la psychogéographie actuelle. Stevenson développe en parallèle l'idée du double de Jekyll et de la dualité de la ville, dans laquelle cohabitent richesse et respectabilité, débauche et culpabilité. Alfred Watkins va élaborer la théorie des ley lines. Les ley lines sont des alignements de sites et d'objets datant de la préhistoire qui permettent une nouvelle interprétation des paysages. Revenons en Europe continentale. Si Londres peut être considérée comme le berceau de la psychogéographie, Paris va en être la capitale durant quelque temps. Le flâneur parisien est une idée que Baudelaire évoque dans Le peintre de la vie moderne, publié en 1869. Où il envisage Paris comme un mythe moderne. Cette notion de flâneur provient d'Edgar Allan Poe et de sa nouvelle L'homme des foules, publiée en 1840. Elle sera ensuite reprise par Walter Benjamin dans Les passages parisiens. Benjamin parle déjà du flâneur menacé par la ville devenu marchand des marchandises. Le flâneur est ce personnage clé du destin paradoxal de la ville occidentale, car, au moment même où émerge le flâneur pour la première fois, il est déjà reconnu comme une figure nostalgique, symbolisant non seulement la naissance de la ville moderne, mais aussi la destruction de son ancien logis. La destruction de Paris révèle ainsi le flâneur dans une posture d'opposition politique, bien qu'indécise. Mais il est bien ancré dans le pavé. Si Walter Benjamin a consolidé la figure du flâneur autour de Baudelaire et des passages, on en trouve déjà des représentants au XVIIIe siècle, chez Xavier de Maistre, avec Voyage autour de ma chambre, ou chez Huysmans, dans À rebours, qui envisage déjà l'urbanisation comme hostile aux marcheurs, ce dernier se retrouvant obligé de se retirer en son fort intérieur. Le flâneur Robinson, comme dit Rimbaud, ce qui veut dire qu'il voyage mentalement. Il est d'ailleurs amusant de voir que le nom de Robinson inspire la psychogéographie en allant de Defoe à Patrick Keller, en passant par Rimbaud. Il y a donc d'un côté la notion de carte mentale et de l'autre celle de mémoire des lieux. À la suite des situationnistes, la psychogéographie va poursuivre une carrière introspective jusqu'au dernier cercle de l'enfer urbain. Avec Ballard dans Crash et IGH, elle s'aventure dans le suburb et délaisse les centres-villes historiques. Ballard nous dit qu'il considère la ville comme une forme en voie d'extinction. Il écrit dans Crash que la méthode la plus prudente et la plus efficace pour affronter le monde qui nous entoure est de considérer qu'il s'agit d'une fiction absolue. Inversement, le seul petit point de réalité qu'il nous reste est à l'intérieur de nos propres têtes. Il nous faut donc, pour reconquérir pleinement l'espace imaginal, envisager la ville comme une fiction vivante. Ça m'intéresse d'essayer de regarder les choses un peu scientifiquement, essayer de trouver dans tous ces mouvements de foule le rythme de retrouver le départ de la fiction, parce que la ville, c'est la fiction. La ville change, chaque année, chaque jour, à chaque minute. Baudelaire écrit dans Les Fleurs du Mal « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Elle change, mais son histoire, elle, est indélébile. Ses plaies sont profondes. Au fond, qui connaît bien une ville? A-t-on jamais idée des choses sur lesquelles sont bâties nos maisons, les hôpitaux, les écoles? Les années passent et recouvrent les événements de poussière, mais on aura beau enterrer, repeindre, réaménager, tout est toujours là. Ça nous entoure, ça nous affecte, ça boue. Il nous faut donc connaître précisément tout ce qui s'y est passé. Comme on l'a vu, la psychogéographie est une sorte d'enfant terrible de la promenade baudelairienne parisienne et des vagabondages de Thomas de Quincey dans Londres. La dérive situationniste reprend le caractère ludique de la déambulation proposée par les surréalistes, mais elle est très méfiante sur la place du hasard. La grande différence avec la dérive psychogéographique est que celle-ci est parfois, mais rarement, une simple érotisation de la ville. La dérive surréaliste est faite de pulsions désirantes et, soyons honnêtes, c'est plutôt de l'ordre de la prédation sexuelle. La dérive, écrit Debord, répondrait plutôt à cette phrase de Marx. Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage. Tout leur parle d'eux-mêmes. Leur paysage est animé.
Merlin Coverley explique dans son très bon livre que la dérive ne fait pas démonstration de la pure soumission à l'inconscient qui caractérisait les vagabondages surréalistes et les voyages du flâneur. La dérive n'a certes pas de destination claire, mais elle a un but. Les données collectées par ce travail de terrain forment la base du remodelage de la ville par les situationnistes. C'est ce que nous avons vu avec les cartes. Il faut savoir rendre la ville plus conforme à nos désirs. Comme l'a écrit David Harvey, la liberté de nous faire et de nous refaire en façonnant nos villes est à mon sens l'un des droits humains les plus précieux mais aussi les plus négligés. Il nous faut réfléchir à la manière dont, au cours de l'histoire, nous avons sans cesse été façonnés par un processus urbain animé par de puissantes forces sociales. On peut donc voir la dérive et la psychogéographie selon un angle historique littéraire, comme le fait Merlin Coverley, mais on peut l'éclairer selon une approche et des objectifs plus stratégiques, comme outil préparatoire à une guérilla urbaine, ou tout du moins une guerre visant le court-circuitage des médias de communication afin de reconquérir l'espace de l'imagination. Car le détournement de la ville est un autre nom de l'insurrection urbaine. Il ne faut donc pas tant projeter une subjectivité, notre subjectivité sur la ville, mais de la parcourir afin de l'apprendre et de la connaître comme on connaît un sujet ou comme on connaît quelqu'un, dans le but de s'en faire un allié, en vue du conflit. Connaître tous les recoins d'une ville, ses raccourcis, ses percées, ses détours, afin d'y déjouer le pouvoir. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu lui-même explique dans son livre L'Art de la guerre que celui qui connaît le terrain sur lequel se déroulera le conflit a gagné d'avance. Si l'on y pense, la première action politique psychogéographique est décrite dans le livre de Josué dans la Bible. Marchez autour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante et que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera une grande clameur, et le mur de la ville s'écroulera. Alors le peuple montera, chacun devant soi. Et la ville de Jéricho fut ainsi détruite par le feu. Si l'on considère que les villes sont des organismes vivants composés de centres vitaux, d'un système nerveux, de réseaux et d'afflux sanguins, il existe donc très certainement des points sur lesquels faire pression, comme en acupuncture ou en massage, qui permettent de guérir. Ou de détruire. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort, hommes, bêtes, villes et choses. Tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie.